c'était superbe et ça donne des perspectives. La technique, quand même, apporte énormément de choses, sans qu'on oublie, comme je le faisais remarquer tout à l'heure, la liaison du médecin avec son malade. Bravo pour cet exposé. Bon, je ne sais pas si M. Bourguin est là. Ah, bon. Est-ce que vous souhaitez intervenir maintenant, M. Bourguin? M. Bourguin, pour vous dire qui il est, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un monsieur qui représente une société d'informatique qui s'occupe de cloud. Hein, c'est ça, je dis bien? Et je pense qu'il a des choses importantes, intéressantes à nous dire et importantes sur les possibilités du dossier médical associé au cloud, c'est ça? Oui. Monsieur Dain, bonsoir. Désolé pour mon retard, mais j'ai été pris pour un business plan important pour des investisseurs suisses. Puisqu'en France, aujourd'hui, les investisseurs sont un peu endormis. Voilà, donc effectivement, alors, je m'appelle Luc Bourguin, je suis associé, actionnaire et directeur marketing d'une société qui s'appelle Storage, qui avait à l'origine été créée par deux chercheurs universitaires qui ont répondu à un appel à projet dans le cadre de la loi Allègre sur effectivement l'élaboration d'une solution de sauvegarde informatique. Donc, je ne vais pas vous expliquer toutes les particularités de cette technologie, mais celle-ci est brevetée en France, en Europe et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, elle est unique au monde. Alors, je ne vais pas insister au début du débat. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, après on pourra parler effectivement d'un certain nombre de produits destinés au médical. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les données numériques, en l'espace d'un an, ont été multipliées par 2. Alors effectivement, vous parliez des utilisateurs. Bon, maintenant, tout le monde a son smartphone, son iPad, sa tablette, et puis c'est pas fini, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de mouvances de recherche et puis de développement en la matière. Et en fait, il est prévu à l'horizon 2020 une multiplication par 44. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 50 fois plus de données numériques, aujourd'hui, que de grains de sable sur la Terre, pour vous donner un ordre d'idée. Et effectivement, nos chercheurs universitaires, enfin, anciennement universitaires, comment ça dire, on travaillait aussi sur des solutions de PACS, donc d'abord par souci d'économie d'échelle auprès des radiologues. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont d'abord travaillé sur une solution qui permettait d'imprimer des radios, donc c'est un coût bien évidemment moins élevé. Et puis ça aboutit à plusieurs gammes de produits qui permettent effectivement, on parlait tout à l'heure de télétransmission. Donc là, en l'occurrence, ils ont mis en place aussi des logiciels spécifiques qui permettent, pour des radiologues du monde entier, de consulter une radio avec un patient qui est situé à Paris, à New York, n'importe où. Et tous les spécialistes sont à même de l'étudier et de donner un diagnostic. Donc ça, c'est le premier cas. Après, bon, il y a eu des technologies qui ont été développées pour pouvoir envoyer justement de manière confidentielle des dossiers. Donc il y a une belle évolution. Alors je suis désolé de ne pas être arrivé avant, parce que je pense que le contenu était extrêmement intéressant. Enfin, quoi qu'il en soit, la part de l'informatique, aujourd'hui, elle est évidente. Bon, il y a un certain nombre de réglementations spécifiques, parce qu'en fait, il faut conserver la confidentialité des dossiers. Donc ça fait partie des produits également qu'on a mis en place. Et puis, concernant la solution de sauvegarde, je vous dis qu'elle est unique au monde. C'est la seule solution externalisée qui va permettre effectivement de conserver la confidentialité totale, que ce soit les documents patients, que ce soit le savoir-faire industriel, technologique, marketing, enfin j'en passe les meilleurs. Puisqu'en fait, dès qu'on externalise des fichiers, on les externalise fragmentés en quelques mots. Alors les mots, ça ne veut dire pas grand-chose, mais enfin ce sont des pointes de stylo. Chaque fichier est découpé. Est-ce que vous avez des questions à vous poser? Je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, mais effectivement, c'est intéressant que vous puissiez débattre sur ces sujets. Et je pense qu'on est vraiment aux prémices du développement futur. Merci. Bon, effectivement, j'espère qu'il y aura des questions, en particulier sur le dossier du patient. Mais peut-être on peut passer aux questions générales, puisque tout le monde est intervenu, sauf Marc, mais on te réserve pour la fin, c'est ce qu'on avait dit. Ou tu veux intervenir maintenant? Alors, écoutez, on ouvre les questions avec le public. Donc, nous vous écoutons. Quelles sont vos questions par rapport à tout ce qui a été dit? Est-ce que vous avez des
point d'intérêt que vous souhaitez soulever ou poser à nos intervenants. Sur le dossier médical informatisé, quand est-ce qu'il va voir le jour de façon concrète? C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Moi, je n'ai pas trop d'éléments de réponse personnellement parce que je ne suis pas médecin, mais peut-être. Oui, vous pouvez parler du dossier d'ailleurs pharmaceutique parce que est déjà bien en place. Par contre, le dossier médical est encore, on peut dire, embryonnaire. Donc, il y a eu plusieurs tentatives de lancement d'un dossier médical. On est arrivé à une solution un peu plus simple, mais qui encore prend beaucoup de temps à se déployer pour de multiples raisons. Première raison, c'est qu'on a des gros problèmes d'interopérabilité des logiciels, ce qu'on appelle logiciels métiers, c'est-à-dire les logiciels qui nous permettent de traiter les données de nos patients. Chaque praticien a un logiciel dans lequel, dedans, pratiquement tous les médecins sont informatisés, ils rentrent les données de son patient, les examens, etc. Et il y a quelques boîtes de logiciels en France, en gros il y en a 5-6 principales, et il n'y a pas de compatibilité entre les différents logiciels. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle l'interopérabilité, plus les logiciels hospitaliers qui sont différents. Donc ça c'est un obstacle majeur au développement du dossier médical, qui est déjà quand même, qui fonctionne, c'est-à-dire que vous allez sur Internet, vous faites DMP, vous trouvez le site de la ZIP sur lequel vous pouvez créer un dossier médical avec votre carte vitale, etc. Vous pouvez le faire actuellement. Après, le problème, c'est de l'alimenter. Et ça, tant qu'il n'y a pas une simplification des procédures et qui tient en partie à l'interopérabilité, c'est une démarche qui prend énormément de temps. C'est-à-dire s'il faut qu'on rentre, mettons, telle donnée dans le dossier patient et qu'ensuite on a le mettre dans votre DMP, c'est une double procédure qui est trop lourde, qui est un frein énorme au développement du DMP actuellement. Donc pour l'instant, il est en cours de déploiement, il y a beaucoup de moyens qui ont été mis là-dessus, mais il y a, je crois, actuellement 250 000 à peu près dossiers ouverts en France. Et en moyenne, il y a un dossier par dossier patient. Un dossier mis à l'intérieur de chaque dossier patient. Donc vous voyez que voilà. Donc je crois qu'il va falloir revoir un petit peu la façon dont c'est fait, probablement se centrer sur certaines pathologies où c'est vraiment important, c'est-à-dire les pathologies chroniques, les malades à risque, etc. C'est vraiment très important pour essayer de développer ça en partant petit, peut-être pour faire plus grand et peut-être pour faire l'inverse. Peut-être vous, notre expérience par contre du dossier France. C'est vrai que nous avons une expérience plus longue puisque sur le dossier médical du patient, il y avait un élément essentiel, c'était le dossier pharmaceutique. Donc le dossier pharmaceutique, nous l'avons donc monté il y a maintenant plus de 6 ans. Ça a été entièrement financé par les pharmaciens eux-mêmes. C'est un outil qui marche remarquablement bien. Il faut savoir qu'actuellement 22 000 officines sur 23 000 sont équipées et que nous sommes actuellement à 18,5 millions de dossiers pharmaceutiques. Donc vous voyez quand même une très grosse avance. Alors ce dossier pharmaceutique, pour ceux qui l'ignorent, c'est un instrument très, très particulier qui donc vous permet, lorsque vous allez chez votre pharmacien avec votre carte vitale, de mettre en adéquation la carte de professionnel de santé et d'avoir automatiquement accès à votre historique entre guillemets pharmaceutique sur une période de 4 mois antérieure. Alors pourquoi 4 mois? Parce que c'est ce qui est le plus sensible sur ce qu'on appelle donc plusieurs ordonnances qui peuvent être faites par plusieurs médecins et qui peuvent donc provoquer soit une hétérogénie, soit des problèmes de communication majeures. Donc c'est très important. Alors lorsque vous avez donc accepté, parce que ce dossier pharmaceutique, on vous le propose, vous êtes tout à fait libre donc d'accepter ou de le refuser. Il faut savoir qu'il est parfaitement sécurisé et que lorsque nous le compulsons, c'est uniquement sur un instant précis. Dès que nous avons terminé la connexion, ça disparaît. Donc il est totalement inaccessible à tous ceux qui n'en sont pas destinataires. Alors l'intéressant, c'est lorsque vous avez par exemple des en vacances, ou que vous dépassez une région ou une région, vous allez prendre des médicaments, automatiquement le confrère chez qui vous allez être aura connaissance de ce que vous avez déjà eu comme médicament. C'est immédiat, c'est instantané. Donc c'est quand même un instrument excessivement important parce que comme ça nous permet une surveillance accrue et ça nous évite beaucoup de problèmes, notamment en matière, si vous voulez, surtout en ce qui concerne la compatibilité médicamenteuse. Alors nous sommes actuellement donc très opérationnels.
Nous avons ouvert ce dossier pharmaceutique pour des raisons d'efficacité à tous nos confrères, pharmaciens des hôpitaux, donc ils ont accès, parce qu'on avait un gros souci de ce côté-là, les hôpitaux et cliniques en France n'avaient pas le dispositif informatique que nous avons, donc nous avons mis un système qui nous a permis de mettre tous ces systèmes en parallèle. Donc lorsque vous allez à l'hôpital, automatiquement le pharmacien hospitalier aura connaissance du traitement que vous aviez avant, et nous, en aval, nous aurons connaissance de ce qui a été donc fait par le médecin. Et dans un souci d'efficacité, nous venons d'ouvrir ce dossier pharmaceutique aux urgentistes et aux anesthésistes, normalement qui n'étaient pas destinataires, mais qui maintenant pourront le faire. Alors, ce que nous regrettons un petit peu, c'est que cet instrument qui était essentiel au DMP est très en avance et que le DMP, malheureusement, n'a pas évolué comme on le voudrait. Pour les raisons que Madame vous a exposées tout à l'heure, il y a plusieurs raisons, mais c'est vrai que c'est très difficile actuellement d'avoir un dossier médical des patients qui serait pourtant excessivement important. Parce qu'il est très utile pour nous que nous ayons donc le profil du malade, parce qu'il est évident que donner un simple conseil, c'est pas évident quand on ne connaît pas le malade, parce qu'on ne connaît pas son antériorité, on ne connaît pas ses pathologies, successives ou associées. Donc à partir de là, c'est une chose que nous voudrions monter en puissance et nous sommes très demandeurs. Maintenant, ce que ça deviendra pour la suite, comme ça. Et deuxièmement, l'intérêt de ce DP est également plus important puisque grâce à ce réseau informatique, nous avons tout ce qu'on appelle des alertes pharmaceutiques. Il faut savoir, parce qu'un médicament a été signalé comme ayant des problèmes, notre difficulté c'était de savoir à qui ces médicaments étaient donnés. C'est le même système qu'il y a sur les grandes surfaces lorsque vous avez un produit périmé ou qui est avarié, qui a une recherche donc, de tous les malades, toutes les personnes qui ont acheté ces produits. Eh bien, nous avons également le même système, parce que nous avons un temps des codages à 12 chiffres, lorsque les lectures se font par scanner sur nos médicaments, et nous savons exactement à qui nous avons donné le médicament. Donc en cas de problème, nous avons la possibilité d'aller directement chez les malades, de les récupérer. Donc ces alertes sanitaires sont pour nous excessivement importantes. Troisième chose qui est aussi importante et qui va dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, les médicaments sur Internet ne seront pas avec le DP, par définition. Donc là, de ce côté-là, il y aura un danger réel. Alors, c'est-à-dire que quand vous passez la carte vitale en délivrant le médicament, vous avez automatiquement l'historique des 4 derniers mois de patients. Instantanément. Sans aucune manipulation. Sans aucune manipulation, automatiquement, on appuie donc sur historique patient et nous avons tout ce qui a été donné. Quel que soit l'endroit en France où ça a été donné, et quelle que soit donc la pharmacie dans laquelle ça a été acheté. Donc c'était vraiment pour nous quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, et je vous dis, nous n'avons pas eu un sou de subvention d'État, une collectivité, une ACPM. On l'a entièrement financé nous. Donc on peut, ce qui veut dire que lorsqu'on veut quelque chose, on peut très bien. C'est dommage que ça me paraît très confidentiel, parce que c'est la première fois que j'entends parler. Pas confidentiel, mais peu de gens connaissent. Votre pharmacien devrait vous le proposer à chaque fois que vous y allez. Alors si vous avez cette démarche, vous dites je voudrais avoir un dossier pharmaceutique et je crois que mes confrères se feront un plaisir de vous le faire, il n'y a pas de problème. C'est vrai que certains ne seront pas aussi en avance que d'autres. Merci. Bon, y a-t-il d'autres questions? François? Lié à ce que vous venez de dire, c'est fabuleux. On ne pourrait pas en profiter, puisqu'on nous dit tous les jours que la consommation de médicaments en France est très largement supérieure à tous les autres pays du monde, on en consomme comme des folies. Mais vous, dans votre machine, vous savez, tous les gens qui en consomment de trop, on ne pourrait pas en profiter pour... on paye tous, hein, notre sécu, elle est en vous avez raison, monsieur. C'est une bonne occasion. C'est un problème de société, hein, effectivement. Je pense que... Je vais vous dire que la loi HPST, pour ceux qui ne savent pas, Hôpital sur la Patience en territoire, qui est donc faite par Roger Bachot il y a 3 ans, justement, a renforcé le rôle pharmaceutique. Et dans cette loi HPST, il y a surtout le patient. Ce qui veut dire que depuis de très longues années, il y avait le médecin, qui était le grand ordonnateur, il y avait ensuite ceux qui travaillaient avec le médecin, et le patient. Or, actuellement, la tendance n'est plus du tout la même. Il faut que le patient monte en puissance et qu'il soit lui-même responsabilisé de ce qu'il a. Il est évident que lorsqu'on va chez un médecin, on a quelquefois tendance à dire, bon, on sort du médecin, il y a 2 médicaments, on est à moitié satisfait en disant quand même, il aurait pu un peu mieux soigner. C'est pas du tout vrai. Le médecin doit donner le bon médicament au bon endroit, comme il faut. Mais il est évident que quelquefois, dans une période de crise comme la nôtre, et vous savez que les Français sont champions du monde de la morosité, donc automatiquement, la consommation d'anxiolytiques et de produits tranquillisants est en train d'exploser. Pourquoi? Parce que énormément de gens ont des problèmes. Croyez-le, nous avons toute la journée nos malades qui viennent nous parler.
on parle de leur santé bien sûr, mais on parle maintenant de bien autre chose. Donc effectivement, il y a une autorégulation qui doit se faire, vous avez raison. Maintenant, pour refixer les choses, j'étais la semaine dernière en conférence justement sur l'avenir de la santé, de savoir ce qu'on allait faire, parce que vous savez très bien qu'actuellement, il y a beaucoup de discussions qui sont faites, même s'ils ne sont pas rendus publics, sur ce que va faire la sécurité sociale, quel va être son rôle dans l'avenir, est-ce qu'elle va rester universelle, est-ce qu'elle va se recroqueviller entre guillemets uniquement sur les grands et lourds traitements, laissant tout ce qui est traitement annexe aux petits mots, à des assurances complémentaires et tout ça. Nous nous battons actuellement pour que le système de sécurité sociale persiste. On a tout intérêt. C'est actuellement, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais c'est le meilleur système qui existe parce qu'il est quand même égalitaire pour nous tous. Il permet tous d'avoir accès aux soins gratuitement parce que vous savez que vous pouvez rentrer dans n'importe quelle pharmacie en France, vous avez droit au tiers payant généralisé. C'était un grand acquis, il faut absolument se battre. Mais d'un autre côté, il faut être quand même très lucide sur le fonctionnement de la sécurité sociale qui est basé sur tout un tas de revenus, notamment des revenus du travail. Et lorsque vous avez plus de 3 millions de chômeurs, il est évident que le problème maintenant est plus important. Donc à partir de là, c'est une responsabilité collective. Il faut que chacun soit raisonnable. Moi, ce qui me fait vraiment du souci, vous savez que nous avons lancé l'opération Cyclamen, qui est une opération de récupération des médicaments périmés. Si vous voyez tout ce qu'on nous ramène, c'est quelque chose d'effrayant quelquefois. Donc je pense qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir effectivement un progrès. Et c'est un progrès qu'on doit tous partager. Et d'abord, avant tout, le malade. Ça, c'est très très important pour moi sur la vie. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, vous soulignez tout à l'heure la notion informatique qui m'intéresse beaucoup vis-à-vis de la médecine, c'est toutes les données qu'on va mettre, données personnelles, universelles. Je me posais la question, vu comme le hacking international croît en ce moment, dans quelle mesure je peux, moi, me considérer comme en sécurité par rapport à mes données personnelles, alors qu'il y a des gens, des surdoués de l'informatique, qui sont tout à fait capables de les pirater et de les vendre à n'importe qui sur la planète. Ça peut-être, M. Bourguin, vous pouvez répondre. C'est une excellente question. Il y a une multitude. Alors d'abord, il y a deux niveaux. Vous avez les données particulières, donc vous pouvez avoir chez vous, stockées sur votre ordinateur, sur votre PC, sur votre smartphone, etc. J'étais, il n'y a pas plus tard que 3 jours en arrière, c'était vendredi, une conférence justement à la mêlée numérique avec des amis de la DCRI. Si vous saviez ce qu'on peut se faire piller à longueur de journée, et particulièrement en France, parce qu'on est très ouvert en termes de culture, on n'a pas la culture de la protection du savoir, en France, ou en tout cas de la donnée, ou de la confidentialité de la donnée. Et aujourd'hui, très peu d'entreprises, même spécialisées dans le stockage, dans la sécurisation, les data centers, peuvent s'affranchir de garantir effectivement de ne pas perdre ces données, pour différentes raisons. On parle d'antivirus, on parle de firewall. Aujourd'hui, il doit y avoir 400, 500 nouveaux virus par mois. Enfin, c'est quelque chose d'hallucinant. Il y a des hackers de 16 ans et demi qui ont réussi à rentrer chez Sony il y a 1 an et demi. Ils ont tenu en otage Sony pendant 1 mois et puis finalement, tout ça parce que le gamin il voulait avoir une console de jeu qui était plus récente. Ils ont tenu tête, écoutez, on ne va pas jouer avec un petit gamin comme vous. La communauté des hackers s'est réunie autour de lui, ils ont massacré Sony. Ça leur a coûté $1 million par mois pendant 6 mois. Ils ont dit stop pour la hémorragie, on lui a offert ses consoles et puis on n'en parle plus. Enfin bon, aujourd'hui, il y a véritablement. C'est tout l'enjeu du. Alors bon, on parle beaucoup du big data. Alors, big data, c'est le traitement des données. Après, ça va être la gestion et la transmission des données. Et on parle de sécurisation. C'est vrai que la question était très pertinente. Mais comme il y a une confidentialité par une norme ZIP du dossier médical, à un moment donné, qui peut aller vérifier qu'on consomme trop de médicaments? À part mettre des alertes spécifiques avec des logiciels spécifiques. Mais bon, il y a tellement d'intérêt. Alors il y a des difficultés aussi, c'est qu'aujourd'hui on travaille beaucoup sur la recherche en Europe. Là on est en train de consulter, enfin on nous a consulté à Bruxelles, j'ai reçu un appel il n'y a pas très longtemps, en disant vos technologies, il faut répondre à cet appel à projet. Mais en fait il faut constituer en fait un consortium de recherche avec 4 entreprises situées dans des pays différents d'Europe, etc., etc. Ça revenait à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un tel lobbying aussi. On n'a pas encore cette culture européenne, malgré ce qu'on dit, donc il y a un protectionnisme par pays, et finalement chacun tire la couverture à soi. Je crois qu'il va falloir vraiment travailler en harmonie et en cohérence, et dans l'intérêt de tout le monde. Mais avant qu'on ait une harmonisation au plan européen, même dans le milieu médical, il va se passer un peu de temps.
Alors aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas encore fait. Pour répondre à votre question, effectivement, nous on a une technologie en sauvegarde, qui est brevetée internationale, qui est unique au monde, qui permet la récupération de données quoi qu'il arrive. Ça faisait partie du cahier des charges à l'époque. Il y avait 3 objectifs forts: récupération des données, quel que soit le sinistre, que ce soit chez un particulier ou une entreprise, et confidentialité. Parce que ça, c'est le maître mot aussi. Aujourd'hui, on peut garantir. Bon, par contre, on est une entreprise qu'on considère comme une start-up, on est en train d'essayer de lever des fonds en France, tout le monde s'accorde bien comme une super techno. Bon, il y a des difficultés autour de ça. Ceci étant, il y a des vraies velléités, des vraies volontés de s'installer sur le marché. La problématique, c'est qu'on est plus aujourd'hui en relation avec des Américains qu'avec des Français. Parce que les Américains nous contactent directement pour éventuellement rentrer dans l'épargne, nous acheter, etc., etc. Pour répondre à votre question, c'est l'enjeu des 20 prochaines années, je pense. Aujourd'hui, il n'y a pas de garantie absolue. Les normes ASIP, moi je consulte, il y a des data centers qui doivent répondre à des réglementations spécifiques, hébergeurs et autres. Quand je vois des informaticiens, en tout cas des prestataires, qui prétendent avoir des data centers, en fait ils en servent dans une cuisine, je pense qu'il va falloir beaucoup travailler, puis peut-être simplifier les choses, parce que quand on voit aussi les réglementations pour répondre aux normes ASIP, si vous n'avez pas fait HEC, l'EDEC, ESSEC, Normal Sup et compagnie, vous ne comprenez absolument rien de ce que vous raconte. Enfin, c'est assez compliqué. Voilà. Bon. Merci. J'espère que vous êtes un peu rassuré, moyennement. Il y a quand même une énorme velléité, parce que c'est un marché qui pèse 5 milliards de dollars. Oui. Donc je peux vous dire que ça intéresse du monde. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Parce que on est parti sur un système excessivement complexe, le DMP en France, qui à mon avis ne va pas marcher. Finalement, la solution que certains avaient envisagée n'est-elle pas que chacun ait son dossier médical sur une clé USB? Et finalement, le risque, il n'est pas... est-ce qu'il n'est pas plus important à avoir un système pseudo-sécurisé, comme le dit monsieur, qui n'est pas à l'abri d'un hacker, que d'avoir chacun ses petites données personnelles bien stockées sur un système tout simple? Alors, je vais quand même répondre à la question. On parlait avec M. Bourrico au téléphone, parce qu'on ne se connaissait pas, c'est le téléphone. Et il m'a dit, voilà, il y a eu une superbe intervention d'une société qui s'appelle Unid, et il s'avère que le patron, c'est un copain, on travaille ensemble, et d'ailleurs il distribue notre technologie. Non, bon, aujourd'hui, je crois que la vraie vérité, la clé USB, c'est fini, ça. C'est terminé. Alors, la solution personnelle, effectivement, véritablement, je pense qu'il va falloir travailler sur des notions d'externalisation des données. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup du cloud computing, le principe est très simple. Transférer des logiciels, même sur des serveurs très protégés à l'extérieur. En fait, on peut vous piquer votre PC, parce que bon, la réunion de la DCRI, on nous a expliqué comment ça se passait en Chine pour les hommes d'affaires français, étrangers, etc. Très simple, alors vous travaillez de concert, on vous invite à boire un petit café dans la salle d'à côté, hop, tout le monde s'en va, et pendant les 10 minutes, il y a des petits chinois qui arrivent, puis USB, qui donc à la limite, si vous avez un accès effectivement à un serveur externalisé et que vous n'avez rien assisté à le logiciel qui vous permet d'y aller, des codes, etc., déjà c'est plus compliqué. Donc, non, la clé USB, très franchement, bon, c'est petit, c'est pas... J'en ai une, là, j'ai oublié de vous montrer ce qu'on a, enfin, c'est pas grave, on va le voir après, c'est l'imagerie médicale. Ceci étant dit, c'est pratique. Et alors ça, on la perd, mais bon, c'est un peu plus solide que le reste. Il y a un disque dur, il y a beaucoup de disques durs externes, il y a un marché énorme. Il faut savoir qu'un disque dur, vous le posez un peu fort comme ça, la tête de lecture se colle au disque, c'est fini. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches, et entre autres des leaders mondiaux comme Sigram et autres. Pas Sigram, je suis en contact avec eux en plus. Bon, ça va revenir. Il y a énormément de constructeurs américains qui aujourd'hui travaillent, alors ils sont sur des procédés avec du quartz, avec du rubis, ils sont en train de chercher plein de choses pour assurer une solidité. Et la problématique du support informatique, ça a énormément d'avantages. C'est-à-dire dans une petite clé USB, maintenant on met des contenus qu'on n'aurait même pas imaginé il y a 10 ans en arrière. Par contre, le support est fragile. Donc, et puis le support, veut dire, vous le mettez dans votre poche, vous avez une soirée là, vous fouillez dans votre poche, on prend la clé USB, puis c'est tout, vous n'avez plus rien. La puce sous la peau. Alors la puce sous la peau, on n'a pas travaillé dessus. Ou Robocop, protecteur informatique.